Mexique, le Puc est une région très fertile aux alentours de Mérida, dans la péninsule du Yucatan. Il abrite plusieurs sites mayas construits entre le 8e et le 10e siècle après Jésus-Christ et reliés entre eux par des allées pavées qui traversent la forêt. Ce complexe regroupe les cités de Labna, de Saïl et de Kaba, riches en vestiges. La cité de Kaba, la main forte, construite sur 3 km², comprend plusieurs palais, des bâtiments de pierre ainsi que des pyramides à étages. Le Grand Palais, auquel on accède par un grand escalier, est une construction imposante et monumentale, composée par un ensemble d'édifices unis sur une même plateforme. Cet immense édifice à 3 niveaux, aussi appelé palais de Mjamakab, ou dieu de la montée du soleil, contient une centaine de pièces. Son plan simple et peu élaboré correspond au style Puc primaire, avec une frise composée de groupes de 3 petites colonnes. La monotonie de l'ensemble est rompue par l'apport de 2 ouvertures qui comportent une colonne centrale, terminée par un chapiteau en forme de cube. C'est l'un des monuments les mieux conservés de Kaba, et il s'agit probablement de la résidence des gouvernants. Sur la droite, la structure 2C6, plus connue sous le nom de Kods Pop, est l'édifice le plus imposant de Kaba. Aussi appelé Palais des Masques, cet édifice de 46 mètres de longueur, construit sur une plateforme de 3 mètres de hauteur, est un exemple typique du style Puc récent. Ce palais possède la particularité d'avoir une façade entièrement ornée d'une succession ininterrompue de masques de pierre à long nez, en forme de crochets, qui sont des représentations du dieu Shaak. On retrouve ces masques du dieu de la pluie en abondance sur d'autres bâtiments à travers tout le site. Cette présence s'explique certainement par la rareté de l'eau dans cette région très sèche et sans rivière. Les Mayas qui vivaient là ne dépendaient donc que de la pluie et son dieu était donc très important et très vénéré. Le palais est composé de 10 chambres disposées en 5 rangées de 2. Et de nombreux vestiges très travaillés ont été répertoriés afin de mieux comprendre le sens mystique des lieux. Chacun de ces 3 sites reliés entre eux correspond en fait à une ville maya, vassale de la voisine Uxmal qui, à cette période, dirigeait administrativement tout le territoire alentour. Le 2e site, Labna, la vieille maison ruinée, porte bien son nom. C'est un centre de cérémonie maya en ruine. Comme le reste des constructions de la région Puc, le site date de la période classique finale et une date correspondant à 862 a même été retrouvée inscrite dans le palais. En forme de L, il s'élève sur une terrasse et est composé de 67 pièces réparties sur 2 niveaux, le tout formant un édifice d'une longueur de 120 mètres. Le premier niveau compte 40 chambres et présente une façade décorée des traditionnels masques du dieu Shaak. L'édifice a connu au moins 12 phases de construction, et si certaines sections avaient une vocation résidentielle et d'autres une vocation administrative, il semble que tous ces bâtiments séparés aient été rassemblés par la suite. Le site archéologique de Labna est aussi connu pour son arc, qui est une construction maya de 6 mètres de haut et 13 de large, magnifiquement taillée dans la pierre. Sa façade est ornée de fresques et de sculptures représentant un serpent stylisé et des masques de Shaak. Il est possible que cet arc faisait office de passage pour une famille de haut rang, entre une zone résidentielle et une zone plus administrative. Il sépare 2 petits bâtiments à chambre unique, dont les portes sont surmontées de petites huttes miniatures où apparaissent encore quelques restes de peinture. De l'autre côté de l'arc se dresse El Mirador, une structure pyramidale surmontée d'un temple.
De la pyramide originelle, il ne reste pratiquement qu'un tas de pierres. Le temple de 3 salles, lui avec sa crête de 5 mètres de haut, a subsisté et ressemble maintenant à une tour de guet. Datant du classique ancien, c'est l'un des bâtiments les plus vieux de l'Abna. À l'origine, cette crête était ornée de figures colossales, maintenant brisées ou disparues. Après la visite, on peut prendre l'ancienne voie qui traverse la forêt pour atteindre le 3e site de la route à Pouk, Sayil. Sayil a elle aussi atteint son apogée à la fin de la période classique, vers l'an 900, et elle abritait environ 17 000 habitants. Construite dans une vallée fertile, Sayil était certainement le principal centre agricole de la région d'Uxmal. Un des édifices les plus représentatifs du style Pouk est le palais principal, composé de 3 niveaux et de multiples chambres. L'intérieur comme l'extérieur du palais sont décorés de fresques et de masques à l'effigie de Shak, et l'on trouve aussi des représentations du serpent céleste. Le palais de Sayil possède un long escalier central qui communique avec tous les étages et qui mène au sommet du bâtiment, classiquement surmonté d'un temple. Des marches du Grand Palais, on peut voir les restes d'importants édifices, dont un stade et plusieurs petits palais. Les fondations de milliers de petites maisons sont également visibles. Le site contient également un temple mirador, dont le toit en crête de coq était jadis peint en rouge. Très endommagé, il s'agit d'un temple pyramidal dont il ne reste plus grand-chose, juste un bâtiment à 2 salles à moitié effondré. À quelques encablures du temple, une stèle représentant une figure avec un énorme phallus pourrait être un dieu de la fertilité. La route à Pouk montre bien l'interconnexion et la spécialisation des différents sites mayas à la fin du 1er millénaire dans la péninsule du Yucatan au Mexique. La place Saint-Michel, elle, est très étroite. Mais on y trouve l'entrée de la Hofburg, qui fut pendant 6 siècles la résidence d'hiver de la dynastie des Habsbourg et le centre du pouvoir impérial. Et depuis le XXe siècle, c'est la résidence de la présidence de la République autrichienne. Son dôme caractéristique surplombe le passage de la porte du château. La porte Saint-Michel est l'entrée principale du palais et symbolise encore aujourd'hui la Vienne impériale. Construite à la fin du XIXe siècle, la façade a été traitée à la manière d'un arc de triomphe baroque. Elle est décorée par des fontaines allégoriques. L'une avec une jeune fille juchée à la proue d'un navire symbolise la puissance navale de l'Autriche en train de terrasser ses adversaires. La seconde fontaine, avec un homme victorieux et un aigle aux ailes déployées, symbolise, elle, la puissance de l'Empire sur le continent. Les 4 groupes sculptés de la partie centrale retracent, eux, la légende d'Hercule. Ils ont été sculptés dans des blocs de marbre de 25 tonnes chacun. Il faut donc passer l'entrée à 3 portes pour pénétrer dans la Hofburg, édifiée au cours des siècles autour du noyau primitif construit vers 1220, ce qui explique la juxtaposition de styles très différents. Au centre de la première cour intérieure qui servait au tournoi, se dresse une statue de l'empereur François, qui guerroya longtemps contre l'empereur français Napoléon Ier.
Sur sa base se trouvent les 4 vertus impériales, la religion, la paix, la justice et la force. Au fond de la cour, l'aile du XVIe siècle est ornée d'un clocheton à bulbe et d'un cadran solaire. Sur le côté droit, la fastueuse aile de la chancellerie a, elle, été édifiée au XVIIIe siècle dans le style baroque. Elle abritait les appartements de l'empereur François-Joseph et de l'impératrice Sissi au XIXe siècle. Et ici aussi, les vertus impériales y sont à l'honneur. Dans cette cour intérieure, le café Hofburg permet de se détendre entre 2 visites, assis à sa terrasse ensoleillée. À gauche de la porte Saint-Michel, une autre porte, celle des Suisses, du nom des gardes qui la surveillaient. Elle donne sur la partie la plus ancienne de la Hofburg, qui comporte la chapelle du palais, mais aussi la chambre du trésor des Habsbourg, transformée aujourd'hui en musée. Certainement un des plus beaux trésors du monde, il abrite notamment la couronne impériale autrichienne qui fut créée en 1602 pour l'empereur Rodolphe II. D'autres joyaux, comme le Graal, la Toison d'or ou la couronne du Saint-Empire romain germanique, ont des valeurs inestimables. Il y a maintenant longtemps qu'Élisabeth, la séduisante impératrice Sissi, est devenue un vrai personnage culte. De l'insouciance de sa jeunesse à son assassinat, sa vie privée est au centre de l'exposition. De sa rébellion contre le cérémonial de la cour à son culte de la beauté, son obsession de la minceur ou ses performances sportives, le musée retrace ainsi toute la vie mouvementée de l'impératrice légendaire. Autre place de la Hofburg, Josefplatz, est centrée sur une statue équestre de l'empereur Joseph II qui régna durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle. La statue parade devant l'ancienne bibliothèque impériale datant du XVIIe siècle est devenue aujourd'hui bibliothèque nationale. Son toit est agrémenté d'un quadrige triomphant et de part et d'autre de globes terrestres soutenus par Gaïa et par Atlas. La Bibliothèque nationale autrichienne est la plus grande bibliothèque du pays, avec près de 12 millions de livres et d'objets répertoriés. Manuscrits, incunables, autographes de musique, photographies, cartes, globes et autres merveilles sont les raisons d'une visite passionnante pour qui aime les vieux écrits. Son impressionnante salle d'apparat fait presque 80 mètres de long pour 20 mètres de haut. Plus de 200 000 volumes sont conservés ici. Elle est surplombée d'une coupole somptueusement ornée de fresques qui ont été réalisées par le peintre de la cour Daniel Gran en 1730. Sur le côté de la place se trouve l'ancienne porte du château qui faisait partie des fortifications entourant la vieille ville. L'ensemble avait été démoli par l'empereur français Napoléon Ier et seule la porte du palais a été reconstruite au XIXe siècle. C'est une porte à 5 arches dans le pur style classique romain. La Neuebourg est la partie du palais la plus récente. Elle a été construite entre 1881 et 1913 sous le règne de François-Joseph dans un style néo-renaissance italienne. La statue du prince Eugène de Savoie, allié de l'Autriche, trône devant la façade intérieure concave. Cette nouvelle partie avait été construite pour renouveler le palais existant vieillissant,
Mais la Première Guerre mondiale a mis fin à ce projet qui a depuis été transformé en plusieurs musées. Bagan, jadis appelé Pagan, est un vaste site archéologique bouddhique de près de 50 km². Le site se trouve dans une zone sismique et a subi de nombreux tremblements de terre qui ont provoqué de graves dégâts. Un inventaire recense 2834 constructions dont de nombreuses sont en ruine. Le temple de Tilominlo a été édifié entre 1211 et 1218 par le roi du même nom, qui avait fait construire la réplique du temple indien narrant la méditation et l'éveil de Bouddha. Il est haut de 46 mètres, avec 2 étages de briques couverts de stucs très élaborés. Endommagé par le tremblement de terre du 8 juillet 1975, il a été restauré. Sa façade est décorée de carreaux de grès émaillés de couleur verte et jaune qui reflètent la lumière du soleil. Cette technique était rare à l'époque, car elle demande de très hautes températures pour la vitrification de l'émail. L'ajustement des briques et la conception de la flèche ont requis une grande maîtrise des techniques architecturales. Sur les plafonds des couloirs voûtés se trouvent des peintures originales, des inscriptions d'encre et les horoscopes de certains personnages. À l'intérieur, 4 Bouddhas s'adossent au pilier central et font face classiquement aux 4 points cardinaux. À l'étage supérieur trônent 4 autres statues. Bien restauré, c'est l'un des temples les plus fréquentés à Bagan. À Bagan, le Payatonzu, littéralement le groupe des 3 Bouddhas, est un temple particulier. Il est en effet constitué de 3 temples reliés par 2 étroits passages. Peut-être construit vers 1200, ce temple est resté inachevé car les stucs extérieurs, aujourd'hui absents, n'ont peut-être jamais existé. De plus, les sikharas, les tours sanctuaires, ont été ajoutés à une date récente. Les temples sont de la même forme, de plan carré avec un portique ensaillé sur un côté. À l'intérieur, les murs, les pilastres et des plafonds voûtés du temple de l'Est et une partie du temple central sont couverts de peinture. Ceux du temple de l'Ouest sont entièrement nus. Les tableaux comprennent des motifs floraux dans lesquels on peut voir des monstres mythiques, des animaux, des oiseaux et des figures humaines entrelacées. Figurent également des scènes de la vie de 28 Bouddhas du passé et des scènes de la vie du Bouddha Gautama final. L'inachèvement, tout comme l'architecture de ce temple triple, reste un mystère. Le temple de la Mahabodhi, lui, est une reproduction à l'échelle réduite d'un temple existant en Inde. Les plans du monument furent rapportés à Bagan au XIIe siècle par un moine et le roi Tinlominlo décida d'en faire effectuer une réplique en briques stuquées en 1218. Restauré après un tremblement de terre en 1975, il contient une magnifique statue dorée de Bouddha dans la posture de la prise à témoin de la terre. En plus de sa tour pyramidale fixée sur une base carrée, le temple est pratiquement unique parmi les structures de Bagan, de par sa vaste ornementation extérieure. Ses nombreuses niches renferment plus de 450 images de Bouddha, non seulement sur la tour, mais aussi sur les murs extérieurs de sa base. Hormis la pagode, le temple, dans son périmètre, rassemble les symboles des 7 endroits où le Bouddha méditait, comme en Inde. C'est sous un arbre qu'il mit fin à son ascèse, considérant qu'elle était vaine, et il accepta alors de manger afin de mieux méditer. Sur une colline surplombant les berges de l'Irrawaddy, le Bhupaya ou pagode de la Gourde
est l'un des plus célèbres stupas birmans. Il attire beaucoup de monde. De petite taille, il aurait été bâti au IIIe siècle de notre ère, mais son style semble néanmoins plutôt indiquer une construction aux alentours de l'an 1000. C'est en tout cas l'un des monuments les plus anciens du site. À ses côtés, un petit temple a été construit pour les fidèles. Plus loin, le Mingala Zedi, lui, est le plus tardif des monuments bouddhiques de Bagan. Il a été achevé en 1284, 3 ans avant la chute du royaume devant les Mongols. C'est un stupa de briques qui repose sur 3 terrasses carrées. Le stupa lui-même est en forme de cloche surmontée d'un cône orné de joyaux. Aux 4 angles, les petits stupas sont décorés de briques émaillées de couleurs vertes et jaunes qui, mélangées à la brique, donnent une belle teinte à l'ensemble. Sur les 3 terrasses se trouvent de belles plaques de terre cuite représentant les Jatakas, qui sont des fables narrant les anciennes vies de Bouddha. Dans l'enceinte du temple, il y avait de nombreux monastères qui sont désormais tombés en ruine. Le Pato Tamya est situé dans la partie sud de la ville, sur un axe qui le réunit au temple précédent et qui se termine à l'Ananda. Aucune inscription ne permet de le dater avec précision, mais il a probablement été érigé dans la seconde partie du XIe siècle. Le sanctuaire comporte une statue de grande dimension construite en briques, recouverte d'un enduit et peinte. Ce temple comporte l'un des ensembles peints les plus aboutis de Bagan. Même si les peintures ont noirci ou se sont détachées des parois par endroits, elles impressionnent par la richesse de la palette utilisée et par l'équilibre des compositions. Cet ensemble illustre les épisodes de la vie du Bouddha et leur lecture s'accomplit en faisant 2 fois le tour des couloirs. Deux autres statues plus petites représentent le même événement que la plus grande, à savoir l'éveil, où le Bouddha effleure de sa main droite la terre. L'intérieur de ce temple affiche réellement un grand mysticisme. Dans l'estuaire du Rio de la Plata, face à l'Argentine, Colonia del Sacramento est la plus vieille ville de l'Uruguay. On y entre par la vieille porte de la ville fortifiée fondée par les Portugais en 1680. Mais la ville changea de mère patrie au cours des traités qui furent signés entre le Portugal et l'Espagne en 1750 et en 1777. Elle fut de nouveau reprise par les Portugais, puis plus tard par les Brésiliens. Finalement, la ville acquit son indépendance lorsque l'Uruguay prit la sienne en 1825. Le caractère particulier de Colonia del Sacramento repose sur son paysage urbain. Un mélange de grandes artères et de ruelles qui s'organisent autour de la grande place. Le quartier historique est marqué par la présence prédominante de maisons d'un seul étage et seuls les profils du phare et des tours de l'église s'en détachent. Donnant sur la grande place, la rue des Soupirs est sans aucun doute la plus emblématique de la ville. On ne sait si les soupirs venaient des condamnés qui passaient ici ou s'ils étaient ceux des hommes solitaires cherchant une prostituée. Toujours est-il que cette rue est la plus ancienne de Colonia.
Située sur le côté de la place et bien que reconstruite plusieurs fois, la basilique du Saint-Sacrement est considérée comme la plus ancienne église en Uruguay. À l'origine faite de paille, de boue et de bois, elle n'a été construite en dur qu'en 1699. 100 ans plus tard, elle a explosé à cause d'un dépôt de munitions oublié dans ses caves. Elle a alors été reconstruite telle qu'elle est aujourd'hui. L'intérieur à une seule nef se termine par un autel très sobre. Sur la place du marché, des ruines attirent l'attention. Ce sont les restes de ce qui était autrefois la maison du gouverneur, détruite par les Espagnols à la fin du XVIIIe siècle. C'était à l'époque la maison la plus ostentatoire de Colonia del Sacramento. Une différence très nette est visible entre les quartiers construits par les architectes espagnols, dont les rues sont toutes orthogonales avec des belles demeures, et les quartiers historiques portugais, dont les rues pavées sont désorganisées et les maisons basses. Après l'indépendance au début du XIXe siècle, le rôle stratégique de la cité dû à la rivalité entre Espagnols et Portugais a disparu. Colonia del Sacramento est alors devenu un lieu oublié, en ruine et à l'abandon, le dernier endroit où quelqu'un pourrait choisir de vivre. Ce n'est qu'en 1968, soit 150 ans plus tard, que le gouvernement uruguayen décida de réhabiliter la ville à cause du potentiel touristique dû à son histoire. Ainsi, dans le quartier historique, les ruines du couvent de San Francisco, les plus anciennes de l'Uruguay, ont été consolidées. Le couvent avait été construit dans les années 1690, mais avait totalement brûlé 10 ans plus tard, sans être jamais reconstruit. Il en reste néanmoins des détails architecturaux qui ne sont pas sans charme. Dans sa chapelle avait été édifié le phare de la ville. Autour des nombreuses places de la ville, il y a aujourd'hui des restaurants très agréables où boire un verre et déguster un plat de cuisine internationale. Parmi les restaurations entreprises, hormis les murailles, les belles maisons coloniales ont été transformées en musées, comme ici le musée espagnol. Et quelques rues plus loin, le musée portugais situé dans une maison du XVIIIe siècle. Colonia del Sacramento ne possède pas moins de 8 musées. C'est dans cette belle maison que le vice-roi espagnol du Rio de la Plata habita en 1804, juste avant l'indépendance de l'Uruguay. La ville affiche bien son contraste entre le style colonial espagnol majestueux et le style portugais plus rustique, voire authentique. Colonia del Sacramento respire aujourd'hui la quiétude d'une ville de province tranquille sous la clémence du soleil. Entouré d'eau sur 3 côtés, il existe toujours une étroite ruelle pavée qui mène vers le Rio de la Plata, en procurant une vision très romantique. Et modernisme exige, une marina aménagée sur les quais propose une gamme de services très variés accessibles à ses clients, que ce soit sur le fleuve ou sur la terre. Mais ici, la nostalgie passe aussi par les vieilles voitures qui donnent un cachet inattendu à la vieille ville et à ses vieux pavés. Colonia del Sacramento, avec son paysage urbain préservé, mélange de solennité et d'intimité, est un exemple de la fusion réussie des styles portugais, espagnol et post-colonial. Il y fait bon se délasser devant ces flots puissants qui ont vu se construire l'histoire du continent sud-américain. Et comme pour valider le tout, la partie historique de la ville est inscrite dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Saint-Pétersbourg est la deuxième plus grande ville de Russie après Moscou. La ville a été la capitale de l'Empire russe durant plus de 200 ans jusqu'à la Révolution en 1917. Elle a conservé de cette époque un ensemble architectural unique qui en fait une des plus belles villes d'Europe. Fondée en 1703 par le tsar Pierre le Grand, Saint-Pétersbourg est résolument moderne par son urbanisme et son architecture. La nouvelle ville devait permettre à la Russie d'ouvrir une fenêtre sur l'Europe et contribuer, selon le souhait du tsar, à hisser la Russie au rang des grandes puissances européennes. Le centre-ville, construit sur les directives des souverains russes, présente un style unique qui mélange baroque et néoclassique, mis en scène par des architectes souvent d'origine italienne. La ville est aujourd'hui inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le long de la Neva, le palais d'hiver est l'ancien palais impérial construit à partir de 1754 à la demande de l'impératrice Élisabeth, la fille de Pierre le Grand, en remplacement du précédent jugé trop petit. Puis Catherine la Grande y ajouta une partie appelée l'Ermitage, où elle recevait ses invités et collectionnait des tableaux de grands peintres. Le palais, de plan rectangulaire avec de grandes cours intérieures et où chaque façade est décorée différemment, est considéré comme un joyau de l'art baroque russe. L'intérieur du palais est à la hauteur des ambitions russes de l'époque. Le hall dispose d'un plafond représentant les dieux de l'Olympe. Le palais a été transformé en musée impérial au début du XIXe siècle. C'est en ce sens qu'a été créée la petite salle du trône dédiée à la mémoire de Pierre Ier, qui n'a pourtant jamais séjourné ici. La salle des armoiries, elle, a été conçue pour les grandes réceptions. Mais le bijou de l'Ermitage est incontestablement sa collection de chefs-d'œuvre. Ce musée est en effet le plus grand du monde, avec plus de 60 000 pièces exposées dans près de 1000 salles, tandis que près de 3 millions d'objets sont conservés dans les réserves. Derrière le musée de l'Ermitage, la place du Palais est l'une des principales places de la ville. Son côté sud présente un bâtiment en forme d'arc dédié à la mémoire de la victoire russe sur Napoléon en 1812. Les colonnes surmontées de chapiteaux démontrent bien le style néoclassique cher à l'Empire au XIXe siècle. Lors de son inauguration, une parade de 120 000 hommes défila devant l'empereur Nicolas Ier et 248 canons ont tonné pendant 75 minutes. Le palais de marbre était l'un des premiers palais de style néoclassique de la ville. Il a été construit à la demande de Catherine II pour son amant, le comte Orloff, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Le palais tire son nom des 32 sortes de marbre de différentes couleurs qui ornent ses murs extérieurs. L'une des façades en retrait abrite une petite cour où se trouve une imposante statue équestre représentant Alexandre III, l'avant-dernier empereur russe. La place Ostrovsky est l'une des 13 places conçues par l'Italien Carlo Rossi, architecte en chef de la ville de 1818 à 1832. Elle accueille en son centre la statue de Catherine II, dotée des attributs du pouvoir et entourée de ses favoris, Souvorov, Potemkin et du prince Orlov. Elle a échappé aux foudres du pouvoir soviétique qui déboulonna toutes les autres statues de la tsarine. La place est bordée par le théâtre Alexandra. Le palais Stroganov, construit en 1753, est un monument du baroque tardif russe. C'est cette famille qui était la plus riche de Russie. Sur sa façade trône le blason de cette lignée de commerçants, d'industriels, de propriétaires fonciers et d'hommes d'État du XVIe au XXe siècle qui ont été anoblis. Le palais Anitchkov est une ancienne demeure impériale de style néoclassique qui servit de résidence principale à la future impératrice Élisabeth. Plus tard, la grande Catherine l'offrit à son favori le prince Potemkin.
C'est à cette époque qu'il fut doté d'un jardin conçu par un paysagiste anglais. Et à la fin du XIXe siècle, c'est ici que le dernier empereur russe Nicolas II passa ses années d'enfance. Sur la place Saint-Isaac, face à l'église du même nom, trône la statue équestre de l'empereur Nicolas Ier. Érigé en 1835, l'ensemble reproduit bien l'impression de puissance, où se cache le souvenir des répressions cruelles de ce tsar despotique du XIXe siècle. Le palais Beloselsky-Belozerski est, lui, un bâtiment de style néo-baroque. Il a été entièrement remanié au XIXe siècle pour rivaliser avec le palais Stroganov et dont il est une très proche copie. Ce palais rococo finit par devenir le siège du soviet régional après la Révolution. Dans un style néoclassique, le palais Yusupov était autrefois la résidence principale de la famille du même nom. Elle possédait la seconde plus grosse fortune de Russie à la veille de la Révolution et était connue pour sa philanthropie et ses collections d'art. Cette somptueuse demeure aristocratique semble bien calme eu égard aux événements qui s'y sont déroulés. En effet, le palais est célèbre pour avoir été le théâtre de l'assassinat de Raspoutine, le moine fou qui manipulait la femme du tsar et intriguait à la cour. Après la Révolution d'octobre, qui eut lieu moins d'un an après l'assassinat de Raspoutine, le palais fut nationalisé. Aujourd'hui, c'est un musée consacré au mode de vie de la noblesse russe avant la Révolution, qui retrace avec précision les fastes de cette aristocratie pour laquelle rien n'était trop beau ni trop cher. On le voit, Saint-Pétersbourg est une ville chargée d'histoire. Deuxième port russe sur la mer Baltique, c'est aussi un centre majeur de l'industrie, de la recherche et de l'enseignement russe, ainsi qu'un important centre culturel européen. La ville, après la période du communisme, s'est réapproprié son passé impérial et son ouverture historique vers l'Occident pour la plus grande joie des visiteurs qui découvrent là un riche patrimoine digne d'un réel intérêt. Xi'an, littéralement la paix de l'Ouest, a une histoire de plus de 3000 ans. Elle a été la capitale de la Chine au premier millénaire avant Jésus-Christ et durant le suivant. Xi'an était positionnée à l'extrémité est de la route de la soie, ce qui montre l'intérêt que portaient les Chinois aux civilisations voisines comme celle de l'Inde ou de la Perse. C'est par cette route qu'ont transité non seulement les produits commerciaux, mais aussi les cultures et les religions. Aujourd'hui, Xi'an compte plus de 8 millions d'habitants et se classe dans les 10 plus grandes villes chinoises. L'histoire de la grande pagode de l'Oie sauvage date d'environ 1300 ans. Elle a été construite en 652 sous le règne de l'empereur Gaozong, le troisième empereur de la dynastie des Tang. Sa hauteur actuelle est de 64 mètres. Une de ses nombreuses fonctions fut d'abriter les sutras et les figurines du Bouddha rapportés d'Inde en Chine par le moine voyageur Xuanzang. Vers l'an 650, le célèbre moine y traduisit pendant 20 ans les textes sacrés bouddhiques qu'il avait rapportés de son voyage en Inde. Il traduisit en chinois 1335 volumes rédigés en sanskrit, des textes originaux du bouddhisme, qui va alors se répandre dans toute l'Asie. Il y a deux légendes transmises à propos du nom de la grande pagode de l'Oie sauvage.
La première dit que le moine Xuanzang s'était perdu dans le désert au cours de ses voyages et qu'une oie serait venue lui montrer le chemin d'une oasis. La deuxième, elle, raconte qu'un jeune moine avait très faim un jour qu'il n'y avait pas de nourriture et qu'une oie serait tombée du ciel comme pour exaucer son souhait. Les très belles statues de Bouddha, les grands tableaux en pierre sculptée représentant son histoire, ainsi que la multitude des objets sacrés qui y sont entreposés, font de la pagode de l'Oie sauvage l'un des plus beaux sites historiques et culturels de Xi'an. Ce complexe monacal et ses trésors montrent bien l'importance d'un fait historique majeur dans le grand livre des civilisations. C'est celui de la culture bouddhiste quittant l'Inde pour se propager dans toute l'Asie en passant par la route de la soie et son escale incontournable, Xi'an. La forêt de stèles, ou musée Beilin de Xi'an, est un musée d'histoire fondé en 1944, rassemblant des stèles et des sculptures de pierre. Le musée est installé sur un site qui fut autrefois un temple confucianiste du XIe siècle. Le musée couvrant une superficie de 31 000 mètres carrés. Il est divisé en 7 halls d'exposition principaux qui montrent principalement la calligraphie ancienne, des registres historiques et des pierres taillées, ce qui représente la plus grande collection de ce type en Chine. La plupart des objets présentés datent de la dynastie Tang. Ce temple-musée surprendra avec ses intéressantes collections de pierres tombales et de statues bouddhiques. Un des halls contient diverses statues en pierre de dignitaires. Ce sont plus de 200 œuvres produites durant les premières riches dynasties chinoises du premier millénaire qui sont ici exposées. Une partie du musée héberge également une importante collection de stèles, dont certaines reproduisent les écrits de Confucius. Il faut traverser plusieurs bassins avant d'accéder au jardin qui contient plusieurs pavillons les abritant. Les stèles portaient les textes qui formaient le socle de l'enseignement et du savoir. Et elles ont été gravées il y a plusieurs centaines d'années, quand l'impression n'existait pas encore. Pour préserver ces travaux et pour les transmettre aux générations futures, les dirigeants chinois avaient décidé de les graver sur des pierres. Les faits historiques et politiques y étaient archivés, mais aussi les pensées religieuses ou philosophiques. Une stèle raconte même la présence de catholiques, les Nestoriens, ici en 781. Comme les bouddhistes, ils avaient emprunté la route de la soie à travers les Himalayas.
Dans le parc, un pavillon abrite des alignements de monolithes surmontés de petits démons qui ouvrent sur une salle où est exposée une belle collection de statues imposantes allant de la chimère jusqu'au gigantesque rhinocéros pesant plusieurs tonnes. Plus loin, des fiers combattants de pierre se partagent les histoires à raconter avec d'anciens sarcophages dont ils ont peut-être croisé les occupants dans des temps reculés. La ville de Rome est au cœur de l'histoire romaine antique en ayant dominé le bassin méditerranéen et l'Europe entière au début de notre ère, soit tout le monde connu de l'époque. Durant plusieurs siècles dans cette capitale, les différents pouvoirs et les différents modes de vie ont érigé de nombreux monuments qui ont survécu à travers les âges et qui sont devenus les témoins précieux de ce passé. Le Forum est la place principale de la Rome antique, l'endroit où les citoyens se réunissent pour traiter d'affaires politiques, économiques ou religieuses. C'est un lieu de rencontre qui facilite la vie sociale. Le Forum était à l'origine un terrain marécageux et inhospitalier qui servait de nécropole pour les villages des collines environnantes. C'est vers 600 avant Jésus-Christ que le terrain est drainé et pavé de terre battue pour devenir le centre de la vie citadine. Au cours des siècles, les constructions envahissent la place, certaines sur les ruines des plus anciennes. Le temple de Saturne est l'un des plus anciens de Rome. Durant le culte des Saturnales, chaque année au mois de décembre, se déroulent des fêtes où les esclaves sont libres et exemptés du devoir de servir. Les festivités donnent lieu à des échanges de cadeaux, une tradition qui s'est perpétuée. Le temple de Castor et Pollux est lui un temple de type grec, dont la construction coïncide avec la naissance de la République romaine au 5e siècle avant Jésus-Christ. Selon la légende, les deux héros seraient venus aider les troupes romaines sous la forme de cavaliers intrépides et le temple originel aurait été construit à l'emplacement où ils firent boire leurs chevaux et annoncèrent la victoire au peuple romain. La basilique Julia est une basilique civile qui a été construite au 1er siècle avant Jésus-Christ. Elle abrite des boutiques et des bureaux du gouvernement. Sous ces arcades, on pratique également des activités bancaires et des tribunaux jugent les affaires de succession. 4 procès peuvent avoir lieu en même temps dans la nef centrale qui est compartimentée, les différentes salles étant séparées par des cloisons amovibles. Le temple de Vespasien, lui aussi, n'a gardé que 3 de ses colonnes corinthiennes hautes de 15 mètres et qui laissent imaginer la majesté de l'édifice. Devant lui, l'arc de Septime Sévère, érigé en 203 après Jésus-Christ. Il glorifie les victoires militaires de l'empereur sur les Parthes, l'ancien peuple d'Iran et d'Irak. La voie sacrée est la voie qui traversait le Forum romain d'est en ouest. Son origine très ancienne paraît remonter à la fondation de Rome. Elle est tracée comme un decumanus, l'un des 2 axes traditionnels de toute cité romaine. La Via Sacra,
voyez le défilé des généraux vainqueurs et de leurs soldats lors de la célébration de leur triomphe au retour des conquêtes. Le temple d'Antonin et Faustine est situé sur le côté nord de la Via Sacra, à l'entrée du Forum romain. Il a été construit par l'empereur Antonin le Pieux en l'honneur de son épouse déifiée, l'impératrice Faustine, décédée en 141. Le temple s'élève sur un grand podium constitué de blocs de tuf et les colonnes corinthiennes sont en marbre. Elles font 17 mètres de haut pour 1,50 m de diamètre. Comme on le voit, le Forum romain va devenir très surchargé au 1er siècle avant Jésus-Christ. L'empereur Jules César va alors construire un autre forum et d'autres suivront à l'instar des empereurs Auguste ou Trajan. C'est donc l'empereur Jules César le premier qui s'affranchit du Forum romain pour se faire construire son propre forum impérial. À l'origine, la nouvelle place est conçue afin d'agrandir l'ancienne et permettre ainsi d'y transférer une partie des activités qui s'y déroulent. Mais très vite, le nouveau forum devient un monument distinct dont César se sert à des fins idéologiques. Il forme un grand rectangle allongé de 160 mètres de long, fermé à son extrémité par le temple de Vénus, dont César revendique la lignée afin de se hisser au même rang que la noblesse romaine. Du temple, à l'origine recouvert de marbre blanc, seules 3 colonnes corinthiennes ont survécu à l'outrage du temps. À l'aube de notre ère, et suivant l'exemple donné par Jules César, l'empereur Auguste fait bâtir son propre forum pour y dédier un temple à Mars, le dieu de la guerre. Mars devient alors le défenseur de la puissance romaine, et le forum une place légitimant la politique d'Auguste en rappelant ses victoires militaires. Un modèle de propagande impériale. Le forum de Trajan est le dernier des forums impériaux à avoir été construit à Rome. Il comprend la fameuse colonne, célèbre pour le bas-relief, qui s'enroule en spirale autour de son fût. Construite de 107 à 113 à des fins de propagande, elle commémore les victoires de l'empereur Trajan sur les Daces, le peuple de l'actuelle Roumanie. Le récit inscrit relate le déroulement des 2 guerres daciques. Il débute par la traversée du Danube durant le printemps 101 et se termine par la déportation de la population locale. La colonne fait partie intégrante du forum de Trajan. À la suite de son triomphe sur les Daces, l'empereur décide de faire construire un forum qui, par sa grandeur et la richesse de sa décoration, devra surpasser tous les autres. Il utilise à cette fin une partie du butin estimé à 163 tonnes d'or et le double d'argent qu'il a rassemblé à l'issue de la guerre. Long de 300 mètres, le complexe est entièrement recouvert de marbre et orné de sculptures. Il comprend une basilique, 2 bibliothèques, l'une grecque et l'autre latine, et une cour à colonnade en guise de place centrale. Mais avant de bâtir cet ensemble monumental, il a fallu dégager une large zone et pour éviter les éboulements possibles causés par les travaux qui ont modifié les pentes des collines, une structure en hémicycle et en gradin, connue sous le nom de marché de Trajan, est construite pour servir de soutènement. Ces vestiges de la Rome antique nous apprennent beaucoup sur les modes de vie des citoyens de cette grande civilisation impérialiste. Leurs ruines nous laissent un aperçu encore vivant et plein d'imaginaire de leur quotidien.